Bonjour, bonjour. Bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les potins. Les potins de la commère. Ouais. Écoute, moi j'ai un thème là. L'hypersexualisation de la société actuellement. Tu vois, je veux dire, quand tu regardes la télé, il y a une émission que je regarde le samedi soir, c'est la seule émission que je regarde à la télé d'ailleurs, sur du temps passant, qui est très tard, on n'est pas couché. Et c'est allusion sexuelle sur allusion sexuelle, quoi. C'est que ça. On dirait que ils se vautrent là-dedans, c'est c'est vraiment pathétique. Pathétique cette vulgarité distillée comme ça. Moi, ça me plaît pas du tout. Hein. C'est tout ce qui reste. Hein. Tout le monde rigole. On parle de sodomie, de machin, comme si tout est normal, voilà. Ah ben tiens, voilà. Hop. Mais c'est grave, quoi. Et alors après, on se retrouve avec des... Tu vois, bon, actuellement, dans des écoles, dernièrement, j'ai lu un article qu'il y a eu un problème dans une école UP d'ailleurs de Paris, hein, où il y a des garçons de très jeune âge hein, qui ont forcé les gamins à faire des attouchements sexuels, etc. Enfin bref, tu vois, c'est banalisé. Je me souviens quand mon fils avait 12 ans, il me disait que tous les gamins de sa classe avaient déjà vu un film porno. Déjà. Voilà. Il savait pas ce que c'était. Voilà, tous les gamins. C'est comme si c'était normal. Tu vois, Belkacem, la ministre de l'Éducation, Belkacem la tempête, Belkacem le vent, elle va récolter la tempête, parce qu'avec toute la propagande là, qui est faite pour justement en rajouter dans ce sens-là, avec toute la théorie du genre, oui, c'est pour justifier ses positions. Oui, puis donner envie aux enfants d'être axés là-dessus, constamment. Ouais. Ils y pensent pas, ils pensent à autre chose à cet âge-là, de petits. Mais non, on va leur attirer leur regard sur ça. Ils pensent de plus en plus à tous ces conneries-là, parce que je vois les gens que je connais qui sont dans le crew, c'est-à-dire famille d'accueil, toutes ces choses-là. C'est une catastrophe. Voilà. De façon générale, c'est une catastrophe. Mais tu vois, les gamines se prostituent pour rien, pour une cigarette, pour n'importe quoi. Ah, mais dans les écoles, les toilettes, ça devient des comment on appelle ça, les backrooms, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est non, mais c'est sûr. Ben ça, c'est la fin d'un cycle. Ça finit comme ça, on va toucher les bas-fonds, les plus profondes. Donc c'est prostitution à tous les étages dès l'enfance. Oui, bien sûr. Après, il y aura des troupeaux pour manger, tu vois. Je veux dire, ça s'est déjà fait, hein, à d'autres cycles. Hein. Des troupeaux pour manger? Ouais. Des troupeaux humains qui seront là pour être mangés. Pour être mangés. Ça, c'est ce qui est dit dans les prophéties. Oui, mais ça c'est déjà arrivé, quoi. Bah, quand ce sera la famine et que les gens auront faim, déjà en ce moment, c'est vrai, il reste le fric, le luxe qui brille, quoi. Le cul, les trucs comme ça, la drogue. On en est là, c'est tout, quoi. Tout est banalisé, tout va tant vers la dépénalisation. Voilà, il n'y a plus de limite, vraiment. Puis ceux qui sont censés diriger cette collectivité, ils la dirigent dans le sens de faire ce qu'ils en veulent, puis de bénéficier de la situation, pour être eux-mêmes dans le même giron. Et ils font du fric, etc.
Dans une société où il y a eu la libération sexuelle, hein, mai 68, tout le monde peut, avec tout le monde, comment se fait-il qu'il y ait des gens, est-ce que ça fait partie c'est de l'ordre du fantasme, qui alors qu'ils ont la possibilité de trouver des partenaires, eh bien ils vont choisir des partenaires non consentants, qui vont violer, et pour les mettre dans une... qui vont rendre esclaves sexuels. C'est quoi le délire? Il faut leur demander, ils doivent trouver le plaisir à ça, hein, tout le monde. Sûrement, parce que... On ne peut pas rentrer dans tous les délires pour comprendre exactement tout ce qui se produit. Parce qu'il y a de plus en plus de viols, et il y a de plus en plus de choses comme ça, alors que les gens sont de plus en plus libres, entre guillemets. C'est paradoxal, normalement. C'est dans des sociétés où il y a une répression, où les gens, tu vois, bon, encore... que dans les sociétés, par exemple, comme les sociétés, je sais pas moi, en Arabie Saoudite, qui se passe ça à la limite parce que c'est réprimé, etc. Mais dans une société entre guillemets libre, où on prône même ça, pourquoi les gens, ça les fait triper? Peut-être la liberté, finalement, ça devient fade finalement de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Le do what you want, fais ce que tu veux. Ça perd du charme peut-être pour les gens, et ils sont obligés de créer des situations où ils créent, ils sont obligés d'aller vers des interdits, tu vois. Puis ce genre de plan, tu comprends, quand tu mets le doigt dans l'engrenage, tu te fais happer. Voilà. Il y a des gens, de la haute hein, d'ailleurs, qui font des soirées comme ça, sataniques. Mais c'est souvent la haute, parce qu'ils ont les moyens. Oui, mais comme une soirée, comme n'importe quelle soirée, tu vois, soirée, je sais pas quoi, mousse, dans une discothèque, bah là c'est soirée satanique, tiens, bon. T'as trouvé combien de gamins là à sacrifier ce soir? Ah bah chouette, en rendez-vous à 21h. C'est ça, hein. C'est grave, quoi. Oh ben c'est grave, bien sûr. Et alors, tu disais que tu connaissais quelqu'un qui travaillait donc avec des ados? Des ados difficiles en plus. Ouais. Alors c'est la gabegie, quoi. Il me dit, elle a de la poigne un peu, tu vois, c'est les coups du solide, elle ne se laisse pas impressionner, mais elle m'a dit qu'il faut tenir serré le truc. Hein. Sinon... Moi je les laisse en liberté, mais ils savent qu'ils ont... Ici on ne fait pas comme ça, on fait autrement, quoi. Autrement ils sont peinards, hein, s'ils ne font pas les crétins, ils sont tranquilles, c'est vrai, très serviables. Mais si tu commences à vouloir faire un numéro de cirque, on n'est pas de... Ouais, heureusement. Je me dis actuellement, c'est les filles qui emportent la palme avec la connerie. Hein. En même temps, c'était les garçons, présent c'est les filles. Je me dis, c'est que des poupées gonflables, c'est tout ce qu'on va passer, quoi. De façon générale, il y a toujours des exceptions, mais je veux dire, ça devient des exceptions. C'est quoi, des ados? De quel âge? Oh oui, mais même très jeune, 11-12 ans. Ah oui. Ça démarre comme ça, puis après, un peu plus tard, quoi. Puis ça prend de l'envergure partout, quoi. Ça fait tache d'huile. Ouais, déjà, quand tu regardes les clips musicaux, tu vois toute cette gestuelle vraiment dégueulasse. Hein. Ouais. C'est que de la suggestion à ça. Oui, bien sûr. À toutes ces dérives. C'est que ça. Bien sûr, mais quelqu'un qui est un peu branché, là, il est vite attiré dans tous ses pieds. Surtout comme son vulgarise ça de manière à te rendre ça à la portée de tous, puis qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, tu vois ce que je veux dire. Ça y est, c'est parti pour la gloire.
Et moi, c'est là où je comprends pas Les adultes montrent l'exemple aux gamins, les gamins font des gamins, ils recommencent. Tu vois, ça fait déjà quelques générations que sa musique. C'est comme ça. Ouais. Il y a eu un moraliste outrancier qui a ouvert le bal. Oui, on était dans une société hyper conservatrice. C'est pas conservatrice, hyper con. Simplement, conservatrice. Tu vois, avec le moralisme qui était présent à tous les étages, ça a ouvert les portes de l'enfer. Ouais. Ben ouais, parce qu'après, quand les gens sont tenus serrés comme ça, le moindre brèche, tout le monde s'engouffre, quoi. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est surtout qu'il s'agit là d'un déséquilibre de plus en plus frappant. Puis voilà, ce déséquilibre est tel qu'à un moment donné, tout va s'écrouler. Voilà ce qui est à voir. Et c'est écroulé, moi, je trouve. Oui, mais l'écroulement final, c'est la disparition des troupes de tout. Ouais. Et c'est un palier, on le voit. On voit à peu près à quel moment on est dans cette histoire. Disons, moi, c'est ce que je vois, c'est ça, surtout le restant, bon, on voit bien les images, mais c'est pas significatif. On peut aimer ou ne pas aimer, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire, on peut trouver bien, pas bien, on peut trouver moche, pas moche, on peut trouver tout ce qu'on veut. L'histoire, c'est que, qu'est-ce que c'est? C'est tel palier qui représente l'état de déséquilibre dans lequel se trouve l'humanité. Ouais. Il se décompose. Voilà ce qui se passe. Tu vois? Je le vois. Bon, voilà, après, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Rien. Moi, je sais que si c'était actuellement, tu vois, faire des enfants, je pense que j'en ferais pas, tu vois. Parce que... Mais bon, les gens ont encore... Les rouages du destin ne sont pas pénétrables. Oui, voilà, c'est ça, c'est que... il faut que ça continue. Ça s'arrêtera bien de fois. Même si on ne veut pas que ça s'arrête. Bah, déjà, là, quand tu vois la stérilisation en douceur qui est faite à cause de produits chimiques qui sont dans les produits alimentaires et tout, les gens sont de plus en plus stériles. Moi, j'ai vécu comme un clochard. Bon, on n'avait pas d'argent, mes parents n'avaient pas d'argent, on était là dans une extrême pauvreté sur le plan des finances et tout ça. Comment est-ce qu'il faut dire? Mon père, il n'avait aucune chance avec le truc. Il était capable de tout, de gagner, je veux dire, beaucoup d'argent parce c'était un artiste, c'était un personnage, tout ce qu'il faisait, il le faisait bien, mais... Sauf qu'il ne savait pas gérer son fric. Ou même sans ça, même sans l'histoire de gérer, s'il en avait dans la poche, il le perdait, malencontreusement, ou le bonhomme qui devait venir le payer avait un accident en route, j'entends, mais de toute façon, il passait à prendre. Voilà. Tu vois? Donc moi, je me rappelle que, tu vois, jeune, avec mon frangin, qu'est-ce qu'on faisait? Si on voulait manger quelque chose, tu vois, c'est au dehors des pâtes ou des trucs. Ma mère, elle se bataillait pour aller chercher des trucs. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Mais, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on allait braconner des truites dans les rivières. On allait à la maraude aux fruits, terminé, tu vois, ce que tu peux faire. Alors, on te montrait du doigt le braconnier qui allait ramasser des trucs dans la rivière. C'était l'ennemi public numéro 1, tu vois. Ah ouais. Et puis avec l'amende, le machin, les gardes, les ci, les là, le juge. Enfin, il y avait un cirque
pour aller ramasser 2-3 truites dans cette rivière, qui étaient, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'en était clafis, c'est-à-dire il y en avait partout, ces poissons. Oui, mais ça leur échappait, ça. Ça leur échappait. Bah Mais oui. pour dire, voilà, actuellement, donc nous on était les brigands qui venaient voler une truite dans la rivière qui appartient à tout le monde d'ailleurs, Ouais. mais là on était des brigands. Actuellement, ces rivières sont pourries. Il n'y a plus un poisson, il n'y en a bientôt plus un dans l'océan, et ceux qui ont tout détruit, c'est pas des brigands, c'est eux. des notables. Mais oui. Faut arrêter, quoi. Bah oui, c'est comme ça. Faut arrêter le délire. À partir du moment où ça leur échappe, quand je dis leur échappe, je sous-entends tous ces gens qui contrôlent un peu tout ça, ça leur plaît pas. Regarde, je discutais dernièrement avec quelqu'un concernant une vidéo que je viens de mettre sur ce chirurgien, gynécologue chrétien, là, je sais plus comment il s'appelle, qui disait, bon, lui avant il était, oui, c'est un ex-franc-maçon en fait, qui disait que il a rencontré Jésus-Christ, etc. Et donc, d'un coup, c'est devenu un cas de conscience, hein, le fait de pratiquer des IVG, parce qu'il en a fait toute sa vie. Et à un moment donné, il disait qu'il fallait tout un service social autour pour aider la femme, la future femme qui allait se faire avorter, à garder son enfant, etc. Et que ça, il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là. Et que les gens qui veulent adopter un enfant puissent se mettre en contact avec ces femmes-là de manière à, ben voilà, à récupérer le gamin et s'arranger entre eux. Et donc il a commencé à mettre en relation les gens. Il a eu un coup de fil du procureur de la République, de la ville là où il était, qui l'a sommé d'arrêter direct, sinon il allait être mis en prison. Quand tu vois maintenant les trafics qu'ils font là, et tout ce qu'ils veulent nous faire mettre en place, officialiser, hein, de manière à justement à ce que les couples stériles puissent avoir un enfant, mais moyennant une somme, je peux te dire, mais c'est un enfant, ça coûte les yeux de la tête. Donc, en fait, c'est pour à partir du moment 100 000 € le kilo. Voilà, on va dire ça comme ça. À partir du moment où ça leur échappe, ça va pas dans leur poche, là tu deviens pour eux un brigand. C'est ça, tu leur fais concurrence. Mais eux qui puissent faire tout un tas de spéculations, ça c'est pas un problème. Oui, mais j'entends, je vois bien ça. Et j'entends, tu vois, quand je parlais de ces poissons tout à l'heure, c'est que donc la vie était encore pleine de nature, pleine de tout. Actuellement, il n'y a plus rien. Et qui c'est qui a détruit ça? C'est ces personnages qui prétendaient que nous, on était les bandits. Oui, oui. Parce qu'on allait se ramasser une truite ou deux pour faire notre repas. Oui, oui. Comment veux-tu vivre dans une injustice totale pareille, à ce point-là? Surtout quand t'es gamin, que tu cherches quelque chose pour manger. Ouais, mais c'est comme en Arabie Faut Saoudite. essayer d'imaginer comment peux-tu voir ces choses-là? Et tu vois que l'industrie actuellement elle détruit tout, et puis les qui perçoivent encore une palme ou la Légion d'honneur, tu vois ce que je veux dire? En Arabie Saoudite, c'est pas mieux. Une petite fille qui a volé sur un étalage un fruit, on lui a coupé la main. Tu vois, je veux dire, donc c'est pas mieux. Non, je veux dire, tout le monde entier est pourri. Ouais. Tout est pourri, mais jusqu'à la moelle. Ah ben c'est sûr. C'est grave. C'est sûr. C'est sûr, tu le vois, ça. Puis moi, bon, j'ai vécu ça depuis tout petit, je me suis trouvé confronté à ça depuis tout petit, étant dans la position dans laquelle j'étais. Tu comprends? C'est pour ça que la différence... Je suis pauvre, donc je suis un renégat. Ouais, voilà. On avait fait la différence entre le licite et l'interdit. Ouais. Tu te souviens? Bien sûr. Ce qui est licite... C'est autre chose. C'est... En fait, on a dit qu'on parle qu'à Dieu.
Et là, si on entraînait les gens depuis tout le temps, et que l'éducation se faisait dans ce sens-là, chacun serait libre et puis serait en contact avec Dieu et aurait ses comptes à rendre, aurait donc un état de conscience qui est constamment en mouvement. Il y a des choses qui sont licites vis-à-vis de Dieu. Là, Dieu, on s'en fout, il n'est plus là, il n'existe Voilà. pas. C'est nous. Par contre, voilà. il n'y a que les interdictions par rapport aux réglementations faites par les hommes qui valent, Et puis des réglementations, j'entends qui sont injustes. Voilà, c'est devenu arbitraire. Alors, vis-à-vis de Dieu, tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Alors là, c'est pas un problème. Mais alors, si tu vas à l'encontre des choses établies, alors là, tu manges grave, comme on dit. Ouais. Mais c'est sûr. Non, c'est... Tu vois bien ça. Je te dis, moi, si tu vas verser un litre d'un produit dans un égout, qu'on te voit, tu vas te retrouver amendé avec encore une... Ah bah oui. On va se faire encore la morale sur un truc. Alors qu'on fait que d'inventer des saletés qui détruisent la planète. Bah, le nombre de chimies par jour déversées par les usines. Ouais. Voilà, hein. Voilà, donc vivre dans cette atmosphère, que veux-tu qu'on n'en arrive pas à ce résultat quand on parle de ces filles, ces garçons jeunes à l'école? Qu'est-ce qu'il leur reste? Que de se chatouiller sous les bras. Mais même aux On adultes. se fait rigoler, même les adultes. Même aux adultes. La vie n'a plus de raison d'être que de s'amuser, D'autant plus. que de se distraire. On va travailler, on ne s'occupe pas du travail qu'on fait, on s'en occupe parce qu'il faut pour gagner ses études, pour aller jouer, pour aller s'amuser. D'autant plus que, et ça c'est pas du complotisme, c'est vraiment réel, c'est que tout a été fait pour guider les gens vers tout ce qui est infrahumain, Bien sûr. de manière à les éloigner encore plus du ciel. Voilà. Donc ça c'est voulu. Oui. Et simplement ceux qui le veulent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont... De toute façon, ils sont les premières victimes aussi à la finale. Comment? Sur le moment, ils ont l'impression de gagner, quoi. Tu sais, pour bien plonger dans le trou, il faut avoir l'impression de gagner, hein, autrement tu ne plonges pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Ma foi, c'est comme ça, on vit ce moment-là. À présent, il faut quand même tenter de se raccrocher à une branche qui est un peu différente. Il y a toujours cette possibilité-là, parce que la miséricorde n'est pas un vain mot. Voilà. Il y a de quoi vraiment être désabusé, Oui, bien sûr. désillusionné, Complet. hein, et puis heureusement que on se raccroche à quelque chose. Je discutais ce matin avec quelqu'un que j'ai revu qui a perdu son mari il n'y a pas longtemps. Sa vie s'est arrêtée. Ouais. Bon, c'est très dur de perdre quelqu'un qu'on aime. Ouais. Mais en plus de ça, elle ne croit pas en Dieu. Ben, c'est-à-dire, tu comprends, suivant comment tu le présentes, si c'est lui qui est à l'origine de tous ces tracas, qu'est-ce que tu veux qu'elle croie à quelque chose de bien? Oui, oui, si c'est Dieu qui est Autant à qu'elle n'y l'origine croit de ta pas que de souffrance. croire en une connerie comme ça, tu comprends? De ne pas y croire, c'est encore croire à quelque chose. Par contre, elle me disait qu'elle sentait sa présence. Ben voilà, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui l'interpelle. Bien sûr. Elle ne croit pas en le don de Dieu qu'on nous a présenté dans toutes les différentes écoles. Là. Tu vois? Bon, moi, je lui ai dit, pas pour la rassurer, mais voilà. Je lui Le ai dit Père Fouettard, le Père Noël, enfin toutes ces conneries. Oui. Je lui ai dit que il était mort physiquement, mais bon, son esprit n'était pas mort. Bien sûr, mais bon, pour elle, elle l'a plus avec elle, et puis voilà. Il faut qu'elle passe. Si, elle a entendu, elle était d'accord. Ouais. Elle était d'accord. Oui, ben bien sûr, mais bon, tu vois. Mais après, bon, voilà, comment... Faut constituer ça où il faut. Hein. Voilà, comment Comment comprendre... tu rentres dans des machins d'occultisme, etc. Puis alors,
c'est la salade. Esprit, où es-tu? Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui sont restés bloqués et qui le reste de leur vie, essayent de communiquer avec les défunts en question. Et il y en a qui utilisent des radios. Il paraît qu'entre les ondes radio, il y a t'entends les voix des défunts, etc. qui passent, d'autres qui font des tables tournantes pour être en communication. C'est sûr que quand tu vas dans ce sens-là, tu te perds. Bien sûr, puis il y a beaucoup de trucs comme ça. Et tu ouvres la boîte de Pandore aussi, parce que là, tu as le malin, c'est lui qui vient. Ah ben c'est un mauvais jeu. Hein. C'est lui qui vient, et à un moment, parce que lui, il vient toujours à un moment où c'est où il y a un moment de fragilité. Tu sais, par exemple, l'adolescence, comment on appelle ça, la crise du milieu de la vie, là. C'est quand il y a les démons de midi. Des moments de fragilité comme ça. Quand tu es malade aussi, il est là. Quand tu es fragile, en fait, eh bien, dans ces moments-là, quand tu fais du spiritisme, par exemple, c'est que tu as un appel, parce que Quand tu vas bien, tu te batailles contre. Quand tu vas mal, il te caresse dans le sens du poil, c'est sûr. Ah bah oui. Et plus tu luttes contre lui, d'ailleurs, plus c'est dur, parce qu'il s'acharne contre toi. Bien sûr. Et quand tu vas vers lui, ça roule, parce qu'il te pousse gentiment vers le rat. Voilà, mais c'est tout des trucs, des apparences, quoi. Oui. C'est ça qu'il faut creuser un peu plus profond pour tomber un peu sur quelque chose de solide, quoi. Se cramponner après le fil d'Ariane. Mais lui, il n'a rien d'autre à faire que Chacun son rôle, hein. Oui, mais bon, ça ne le lasse pas au bout d'un moment. Écoute. Il ne veut pas faire autre chose. Le soleil, ça ne lance pas de briller. Hein, ah oui, ça c'est clair. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? En tout cas, il est chez lui actuellement, il est le maître du jeu. Parce que Dieu le veut. Moi j'ai eu des parents en or avec, sur un autre niveau. Ils étaient en or au niveau du fric, bien sûr que non, ils en avaient pas. Ils étaient en or, franchement, prof. Je vois la dimension de mon père, c'était un clochard qui ne nous a pas laissé 50 centimes en héritage. Je vais te dire un truc. Il t'a laissé autre chose. Aïe, aïe, aïe. Tu vois? Puis toute son attitude était teintée de ça. Il n'était pas à côté en train de faire des théories, puis à côté en train de faire le crétin. Non, il était en accord avec ce qui... Oui, il a vécu ça, lui, tout le long. Ce qu'il pensait, ce qui... Puis comme je dis souvent, j'ai connu donc M. Bourcard, M. Chion, ces gens-là, c'est des personnages. Tu vois, c'est pas... Je ne saurais pas comment les raconter, tu vois. Alors il y a un auditeur qui s'étonne que tu ne connaisses pas Michel Valsan, Valsan ou Valjean, je ne sais pas comment on dit, qui, soi-disant, était un disciple de Chion. Comment c'est possible, moi je n'ai jamais entendu parler de lui. J'en ai lu quelques bouts. Il est plus axé sur un peu la philosophie et l'exotérisme que M. Chion, qui était un pur métaphysicien. Mais ça n'empêche pas certainement les qualifications de ce personnage. Je ne le connais pas. Alors, à un moment donné, parce que j'ai fait quelques recherches, il semblerait qu'il se soit désolidarisé de Chion, parce qu'il y aurait eu, je sais pas quoi. Alors, j'ai pas compris ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a eu une dérive, soi-disant. Alors, il me semble, d'après ce que j'ai pu comprendre, que peut-être ce personnage était très à cheval, Michel Valsan, sur donc l'exotérisme. Hein. Certainement, voilà. Je pense que s'il y a
s'il y a eu une dérive, la dérive, elle est simplement qu'à un moment donné, tu n'as plus les outils pour comprendre de quoi il s'agit, quoi. Parce que ces personnages-là, c'est des clés, quoi. Parce que... c'est des flambeaux. Si... Un sang, à un moment donné, reste seul. Plus personne ne le comprend. Voilà. Si à un moment donné, tu as une vision universaliste des choses, ça peut échapper à pas mal de gens qui ont une vision justement beaucoup moins... Un métaphysicien, il ne peut pas en faire des ségrégations il ne peut pas prendre des partis pris. Ça n'existe pas, ça. Tu comprends? Parce qu'évidemment, si on regarde telle tradition, telle autre, il y a des tendances, on va trouver mieux, on va trouver moins bien, on va s'appliquer à, puis on va trouver que... Et tout ça, c'est un bouillon qui ne peut pas rentrer dans la métaphysique. Voilà. Et on n'est pas sur le même plan. Voilà, c'est ça. Donc c'est là où je pense qu'il y a eu cette déviation. C'est qu'à un moment donné... Il y a eu un clivage là, à ce moment-là. Tu peux pas suivre et puis terminer, quoi. Alors tu penses que ça vient d'une limitation de Michel Vassan beaucoup plus qu'autre chose? Je pense. Je vois pas autrement, disons. Mais à présent, en limitation, c'est pas le mot que j'utiliserais parce que c'est mal entendu. C'est tout simplement que ce personnage, il a telle disposition, et puis voilà où se trouve son point de vue et où se trouve sa perspective. Mais même s'il ne peut pas aller plus loin, là où jusqu'où il a été, ça ne remet pas en question. Non, ça, je mets rien, voilà. Il n'y a rien à remettre en question. Jusqu'où il a été. Voilà. Il n'y a rien à remettre en question. C'est juste que, bon voilà, à un moment donné... Simplement, le peu que j'en ai lu, c'est pas un métaphysicien. Voilà. Donc... Tu veux dire que ce passage qui nous a été envoyé sur Jeanne d'Arc, ben, tu lis l'explication de Jeanne d'Arc de M. Chion, tu verras de quoi il s'agit. Hein. Tu l'as? Oui, je l'ai, oui. Je vais pas lire l'autre parce que l'autre est très très long. Ouais. Donc on pourrait mettre le lien, mais je veux bien lire celui de Chion, si tu veux. Alors... L'œuvre d'une Jeanne d'Arc n'a rien à voir avec le nationalisme moderne. Dans cette question des limites de fait ou de droit du sentiment patriotique, il convient de rappeler tout d'abord qu'il y a patrie et patrie. Il y a celle de la terre et celle du ciel. La seconde est prototype et mesure de la première. Elle lui donne son sens et sa légitimité. C'est ainsi que dans l'enseignement évangélique, l'amour de Dieu prime et peut par conséquent contredire l'amour des proches parents, sans qu'il y ait là aucune offense à la charité. La créature doit d'ailleurs être aimée en Dieu, c'est-à-dire que l'amour ne lui appartient jamais en entier. Le Christ ne s'est soucié que de la patrie céleste, qui n'est pas de ce monde. C'est suffisant, non pour renier le fait naturel d'une patrie terrestre, mais pour s'abstenir de tout culte abusif, et avant tout, illogique, du pays d'origine. Si le Christ a désavoué les attachements temporels, il n'en a pas moins admis les droits de la nature, dans le domaine qui est le leur, droit éminemment relatif qu'il ne s'agit pas d'ériger en idole. C'est ce que saint Augustin a magistralement traité, sous un certain rapport, tout au moins, dans Civitas Dei. Le patriotisme normal est à la fois déterminé et limité par les valeurs éternelles. Il ne s'enfle point et ne pervertit pas l'esprit. Il n'est pas comme le chauvinisme, l'oubli officiel de l'humilité et de la charité en même temps que l'anesthésie de toute une partie de l'intelligence. Restant dans ses limites, il est capable de susciter les plus belles vertus,
sans être un parasite de la religion. Il faut se garder des interprétations abusives du passé historique. L'œuvre de Jeanne d'Arc n'a rien à voir avec le nationalisme moderne, d'autant que la sainte a suivi l'impulsion, non point d'un nationalisme naturel, ce qui eût été légitime, mais celle d'une volonté céleste qui voyait loin. La France fut pendant des siècles le pivot du catholicisme. Une France anglaise eût signifié en fin de compte une Europe protestante et la fin de l'Église catholique. C'est ce que voulurent prévenir les voix. L'absence de toute passion chez Jeanne, ses paroles sereines à l'égard des Anglais, corroborent pleinement ce que nous venons de dire et devraient suffire pour mettre la sainte à l'abri de toute imposture rétrospective. L'étendard de Jeanne fut tout autre chose qu'un drapeau révolutionnaire unissant dans un même culte profane, croyant et incroyant. Tu vois, alors c'est vraiment, donc ça c'est un passage que l'on trouve dans la transfiguration de l'homme de Fritjof Schuon. Bon. Ça n'a rien à voir avec la Jeanne d'Arc nationaliste appelée au secours d'un Le Pen. Ouais. Oh, ça n'a rien à voir. C'est ça qu'il faut. Voilà comment il faut voir la chose, disons. Tu vois? Autrement, ça n'a pas de sens. Et Michel Valsan, comment Il est plus dans l'historique et puis dans des considérations beaucoup plus périphériques. Voilà. terre à terre? Je ne veux pas jusque-là. J'entends, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de. Il a l'air d'avoir fait pas mal de travaux, mais je veux dire, c'est pas la même longueur d'onde. La même envergure? Non. Ouais. On peut quand même s'étonner qu'un homme qui ait vécu à côté d'un chouan, d'un maître. Et bon. tu peux être disciple d'un maître, tu vas jusqu'à tes propres limites. Pour moi. Oui, Voilà. ouais, c'est sûr. Il t'amène au bout de tes propres limites, pas d'autres. À présent, on parle aussi de Guénon. Ce qu'il faut savoir quand on parle de disciple de Guénon, c'est que Guénon n'a jamais eu de disciple, parce que c'était pas son rôle. Et voilà, donc il faut bien le savoir quand même. Ouais. Alors à présent que quelqu'un est chercheur des conseils, il ne peut pas avoir de conseils ou de rien, c'est pas ça. Mais être disciple ou être un maître, les disciples, les rapports c'est quelque chose de très particulier. Ouais. C'est pas comme c'est entendu dans le monde profane, disons, voilà. C'est lui qui ne voulait pas avoir de disciples ou Si je voulais, c'est pas je veux pas, c'est que les rouages du destin sont impénétrables, voilà. Oui, c'était pas son rôle, Voilà. c'est d'être un maître. C'est-à-dire, c'est pour être un maître sans avoir de disciple. C'est pas son rôle de vivre ça. Ouais. Il venait mettre à jour des choses. Il fallait mettre à jour, puis c'est bon. D'ailleurs, ces explications concernant la tradition hindoue font foi dans les études traditionnelles en Inde. Oui, il était inspiré. Alors qu'il n'est jamais allé en Inde. Hein. Voilà. Bon, Il y avait une inspiration supérieure. oui, c'était un personnage qui avait ça. Pour être vraiment dans la vérité telle qu'il a été. Mhm. C'est aussi un métaphysicien. Tu peux avoir une connaissance innée des choses. Ben, la métaphysique, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, la connaissance que tu puises, tu la puises au centre de toi-même, en somme. Ouais. Dans le cœur, qui est l'emplacement où se croisent, en somme, on pourrait dire les paroles de Dieu est-ce que tu peux, toi, les entendre? C'est là que tu peux entendre les paroles de Dieu. Ça, couplé avec le fait que c'était quelqu'un qui exprimait, qui formulait extrêmement bien les choses,
Ça a donné l'œuvre de Guénon. Hein. Voilà, c'est sûr. Et quelle est la différence fondamentale entre un Guénon et un Chouan? Parce qu'à un moment donné, il semblerait qu'il y ait eu aussi un clivage entre eux. Bon, on en avait parlé il y a longtemps, il y a des gens qui ont vu même, comment dire, un conflit ouvert entre eux. Moi, je l'ai jamais vu. Toi, t'as jamais vu ça. Alors c'est quoi ce délire? J'en ai pas entendu parler. Sur les gens qui autour ont déduit ça et ont... Et les gens, je ne connais pas les gens. J'ai pas entendu ça par M. Chuon, ce Bourcard, mon père. J'ai jamais entendu un mot de ce genre. Et donc, la différence fondamentale qu'il y a entre un Guénon et un Chouan? Je vois pas. C'est deux personnages qui sont différents, certainement. Et justement. Mais c'est deux métaphysiciens. Donc, dans le fond, ils étaient d'accord. Hein. J'ai jamais entendu de conflit. Voilà. Ce qui se dit autour de ces gens, je ne sais pas. Moi. Sûrement. Je ne sais rien. On peut se dire tout et n'importe quoi, de toute manière. Oh, mais j'ai tout entendu. Moi. Les rumeurs... Je m'en fous, moi, de tout ce qui se dit. Je les ai connus perso, puis le restant, ça me... Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu sais, si un jour tu as mangé un fruit, comme il faut, après t'entends 36 millions de personnes parler du fruit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, bon ben voilà. Moi j'ai mon goût, il est dans la bouche, puis terminé quoi. J'ai rien à remettre en question chez ces personnes. À un moment donné, Chion il est parti vivre avec les Indiens d'Amérique. Oui. Que s'est-il passé? Il y a peut-être eu à ce moment-là un éclatement, quelque chose? Non, il est allé là-bas parce qu'il fallait qu'il y aille. Et il avait laissé du monde sur place pour faire la continuation du mouvement initiatique. Je me souviens, j'ai vu la lettre qu'il avait envoyée à mon père, le petit mot. Tu vois? C'était... Tout est normal. Tu veux dire que là-bas, chez les Indiens, il y a des gens qui ont été instruits par Chion? Bien sûr. Qui sont musulmans, non? Bien sûr, il est allé là-bas pour ça. Ils sont où ces gens? Parce que moi, là, quand on voit les Indiens, le degré de dégradation qu'il y a dans les mœurs, etc. C'est des gens qui ont été, qui ont beaucoup souffert, qui ont été parqués, qui sont tombés dans l'alcool, etc. Mais moi, je vais te dire une chose, il n'y a personne, c'est pour ça que je connais personne qui est dans les très proche d'un personnage comme Chion, dont on entend parler. Il n'y a que l'ami suisse qui ramène sa pomme là. Tu comprends? Il n'y a plus personne. Je pense que faut que je fasse ça, quoi. Mais il n'y a personne d'autre qui le fait, puis certainement à juste titre. Comment veux-tu le faire quand tu as connu des gens comme ça, puis que tu es imprégné de cette manière d'être? Il n'y a plus rien à dire en fait, tu comprends? Il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à expliquer. Et puis c'est pas ce qu'on fait pourtant dans les constats. Oui, mais je comprends, moi, les personnages, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent raconter, je sais pas quoi, puis tous ces espèces de potins autour du Guénon, non, oui. Pas d'accord, et celui-ci, oui, non, puis l'autre, pas machin. Oui, d'accord, les détracteurs. Les solidariser. On parle des détracteurs, mais il y a des gens qui s'inscrivent dans la continuité, des gens comme Valsan, justement, comme Guilis aussi, il y a quelques personnages comme ça. Oui, mais je ne connais pas ces personnages dont on parle. Je ne connais pas Valsan, je ne connais pas les... Comment se fait-il? C'est comme ça. Puisqu'ils sont
ils ont côtoyé apparemment les mêmes personnages en même temps. Ben, certainement, d'ailleurs, je crois volontiers, hein, c'est pas ça. Je dis simplement que moi, je les connais pas. Toi, c'était quelles années? Oh, ben, moi, je suis né en 41. Ok, non, j'étais un peu jeune. J'en entendais parler, bien sûr. Et tu vois, quand il est mort, je crois que je devais avoir 11 ans. J'étais un gamin aussi qui voulait absolument voir, comme tous les gamins, hein. Tu vois? Donc tu n'étais pas intéressé encore. Comment? Tu n'étais pas intéressé encore par tout cela. J'y étais imprégné par la force des choses, puis je suis né dedans. Tu comprends? Mais j'étais pas intéressé, intellectuellement parlant, de vouloir chercher, comprendre, je sais pas quoi. Oui, tu n'avais pas la volonté encore. Je cherchais rien du tout, moi, de tout ça. Voilà. Et plus tard, donc, jusqu'à quelles années? Donc, les années 50, 60? C'est-à-dire, moi, j'ai couru après mon ombre pendant des années, jusqu'au moment où je me dis, mais attends, je suis en train de tourner en rond. Tu vois? Je cherche l'eau alors que je suis en plein milieu de l'océan. Moi, j'ai toujours été content de vivre. Donc, j'ai vécu plein de pas, quoi. T'as brûlé comment on dit? La chandelle au parler debout. Parler debout. Oui, j'ai vécu plein de pas. Ça, c'est clair. Tu vois? Ouais. La Côte d'Azur, la guitare, la chanson, l'époque Brigitte Bardot. Là, tu vois. C'est sûr. Je savais regarder les belles filles. Tu dis, moi, non, c'est bon, là. C'est pas... Mais simplement d'une manière, je présume, parce que au bout d'un moment, j'ai tout regardé l'ensemble de tout ça. Ça m'est venu tout d'un coup une nuit où j'aperçois que je suis en train de vous voyez, comme un papillon qui se crame contre la chandelle, tu vois. Voilà. Ouais. Tout ce que je fais. Bon. Tu vois? Bon, c'était instantané, là. Une clairvoyance, d'accord. Ouais. Là, j'ai dit, le seul personnage vers qui je peux m'approcher, qui va m'aider, rectifier le tir et m'instruire véritablement, c'est mon père. Donc tu es revenu vers ton père. Je l'avais perdu de vue, parce qu'évidemment, moi, tu vois, je fous le camp par-ci, par-là. Et je peux te dire, je l'ai retrouvé dans la même journée. Hein. Ah ouais? C'est sûr. Le jour où tu l'as décidé, tu l'as retrouvé. Oui. Donc c'était pas moi qui l'avais décidé, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr. Et puis j'ai eu la chance de nouveau de vivre cette vie aventureuse qui m'a permis en somme de ne pas me rentrer dans un moule d'habitudes particulières comme tout un chacun, je pense. J'avais pas de domicile. J'étais SDF. Je vivais dans un camion. Tu vois? Que tu allais garer au milieu de la forêt. Voilà. Tu vivais dans la forêt en fait. Tu étais un vieux loup solitaire. Donc j'avais trouvé un job. C'était quoi? J'avais un job que je faisais à mon compte. Hein. Là, je faisais de la mécanique à ce moment-là. J'ai fait tous les jobs possibles pour gagner ma croûte, tu vois. Et là, je faisais de la mécanique la journée. Puis le soir, j'étais dans les forêts. Et le week-end aussi. Puis j'étudiais. Ah, tu étudiais le Guénon et tout ça? Par rapport à mon père. Puis je revoyais mon père régulièrement, tout le temps. Pour lui poser des questions, etc. C'est sans arrêt, tu vois. Ça a duré des années et des années, sans arrêt. Tu vois? Alors bon, c'était... La chance que j'ai eue, c'est de pouvoir... Je comprends, celui qui veut chercher pour qu'il se retire à quelque part, quoi. Alors tu te retires d'une façon ou d'une autre. Oui. Moi, ce que je me faisais, c'est que la journée, j'étais au boulot, puis content de bosser, hein, avec les copains, tout allait bien. Hein. Mais le soir, d'un coup, c'était l'heure, bon, je m'en vais, bon, demain, ouais, ok. Bon. Pendant que tout le monde se retrouve pour le pastis, toi, tu vas dans ton camion. Voilà, moi, je suis pas là au pastaga, je suis dans mon camion, vite. Je me prépare mon feu, mon souper, mon feu, et je suis dans la forêt. Je suis tout seul. Là. Et tu étais connu par les services
Ah ben oui, 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 j'étais connu par la picaille de tous les bords, parce que quand tu vois un camion tout seul dans la forêt, surtout dans les alentours de d'où j'étais là-bas en Suisse, premier lascar qui venait faire pisser son chien, il téléphonait pour dire ouais, je sais pas, c'est le louche. Ouais. Parce qu'il y en a qui viennent avec des camions, puis ils viennent piquer du bois qui a été coupé par les bûcherons, enfin bref. Oui. Oh bon. Puis c'était la maladie de l'époque. La délation, c'était la maladie, quoi. Ça l'est toujours. Ouais. Ça l'est devenu plus ici en France que ça allait rester en Suisse. Ah bon, ça l'est moins en Suisse. Ouais. Ça allait ils ont un peu abandonné ce processus. Un peu, je dis bien. Hein. Et donc, on venait de voir Oui, ils venaient me voir, puis bah, à me faire une théorie, que ci, que là. Le camping sauvage, c'est pas interdit. Puis gentiment, je me disais, écoutez, moi, j'avais un domicile bidon, c'est-à-dire que j'habitais chez quelqu'un qui m'avait pris comme étant domicilié chez lui, mais c'était bidon. C'était pour être en règle avec la loi. Parce que t'as pas le droit d'être SDF en Suisse. Oui. C'est pas possible. Donc il fallait que j'aie un domicile. Je dis, mais moi j'aime bien être dans la forêt, j'aime ce coin, j'aime cette ambiance, donc je viens là, puis voilà. Je lui ai dit, ouais, mais il y a ci, il y a là, il y a toujours tu vois, les détritus, tu peux laisser, les vaches. J'ai dit, vous pouvez passer derrière moi, il n'y a rien. Il n'y a aucune ordure, rien. Ouais, mais enfin bon, Puis de fil en aiguille, ils ont braché, quoi. Ils ont compris, ils sont laissés tranquilles. Ouais. Ils se sont dit, c'est un vieux loup solitaire, on le laisse lui. Je les voyais passer, des fois ils venaient parce qu'on les avait avertis. Ils regardaient de loin, ils reconnaissaient mon camion. Je les entendais, ouais, c'est lui, ouais. Puis loin, ils continuaient leur chemin. Et c'est comme ça que tu as suivi des études, toi. Ouais. J'ai étudié dans ces conditions. Ben, on peut se retirer aussi de toute une agitation. Hein. J'étais pas dans une collectivité, ça n'a jamais été mon truc. Non, mais je veux dire, sans être obligé d'aller dans des contextes comme ça, parce que c'est compliqué. Mais tu peux te retirer chez toi et... Oui, bien sûr. Mais moi, voilà comment ça s'est présenté. Tu vois. Puis j'ai étudié tout seul. Je veux dire, j'étais pas avec d'autres personnes qui étudient aussi. Tu vois. Moi, je suis seul avec mon père. Et puis bon, je vois M. Chuon comme ça qui me... ou M. Bourcart. Voilà, on a très peu d'échanges de paroles, mais il y a une présence énorme, tu vois, qui est gigantesque. Puis voilà, quoi. Un rayonnement. Un rayonnement, c'est... Attends. Puis je te dis, moi, M. Chuon, il me posait la main sur la tête tous les jours, quand j'étais plus petit. Tu vois, chaque fois. Tous les jours. Donc voilà ce que j'ai vécu. Mais je te dis, j'ai passé une jeunesse, comme on appelle le bon vivant dans notre société. Qu'était un bon vivant. Le bon vin, les belles filles, la belle musique, tout le temps, pour moi, c'est magnifique tout ça. Tu vois? Mais tout d'un coup, creux. Tu dis, puis quoi? Oui, une fois que tu as fait le tour de tout ça. Il y a puis quoi? Puis ça peut continuer, bon, puis quoi? Tout d'un coup, tu te dis, mais attends, faut aller voir plus loin. Quoi. Oui, tu vois l'inanité de tout ça, quoi. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont? Sur moi. Ouais. Tu veux voir derrière ce voile. Voilà. Tu as assez vu l'habit, tu veux voir qui est dessous l'habit, tu comprends? C'est qui est habillé comme ça? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est la métaphore de Ibn Arabi, ça. Oui. Qui disait que il y avait... Tu peux redire cette métaphore? Oui, c'est que c'est la religion qui est représentée de cette manière-là, c'est un bel habit, magnifique. On peut se tenir à la contemplation de cette bel habit qui nécessite et qui demande un respect, qui demande toute une position à cet égard. Mais il y a des personnages qui veulent en savoir plus. Alors ils veulent savoir de quel tissu est fait cet habit. Avec quoi il est fait, voyons voir.
va toucher, tu vois. Donc ils cherchent. Puis, voilà. Puis il y en a d'autres qui veulent aller encore plus loin, puis qui veulent savoir qui est recouvert de cet habit. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, le restant. Et alors, t'as trouvé Oui. qui est recouvert de cet habit? Je te dis en passant, il n'y a plus rien à dire. Puis voilà. Je ne peux pas expliquer ça. C'est quoi la vérité? Je ne peux pas expliquer ça. Il faut faire soi-même le parcours. Mais c'est pas un personnage. Non, mais enfin, tout est Dieu, voilà. Pas dans le sens panthéiste du terme. Non, mais je veux dire Dieu est tout plutôt. Oui, parce que voilà. tout est Dieu, c'est de la table, elle, c'est pas Dieu. Non, mais Dieu est tout. Voilà. Donc c'est ça que tu as découvert. Oui, tu trouves à un moment donné qu'il y a un principe fondamental qui est cet absolu, dont il est question dans diverses traditions. Quand on dit qu'il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu, c'est cet absolu, mais cet absolu, tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le... Comment? Tu peux pas... Chaque explication que tu peux donner, tu es en train de le délimiter. Donc si tu le délimites, c'est plus l'absolu. Purement l'histoire. Oui. C'est pas possible, tout simplement. D'accord. Tu peux pas mettre des barrières à l'absolu parce que c'est plus l'absolu. Eh oui. Et ça, ça devrait être compris même dans le milieu scientifique. Il y a eu un personnage qui avait dit que tout est relatif. Bon. Oui, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout est relatif. Donc ce qu'il y a de plus relatif, c'est la relativité comme telle même. Ouais. Alors par rapport à quoi est-ce qu'elle est relative? Tout est relatif, oui, par rapport à l'absolu. Eh oui. L'absolu comme tel n'est pas relatif. Ce qu'on peut en penser, en croire, en déterminer, en dessiner, ou tout ce que tu veux peut-être, mais lui en lui-même, non. Oui. Il n'y a pas de limite. Ouais. Voilà. Enfin, des personnages comme M. Chion ou Guénon l'ont exprimé beaucoup mieux que moi. Hein. Alors que tout n'est pas absolu. Il n'y a que l'absolu qui est absolu. Il n'y a que l'absolu qui est absolu. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Pas possible. Ouais. Comment? Ok. D'ailleurs, dans l'islam, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, c'est la même chose. La ilaha illallah. Voilà. Oui, c'est l'essentiel. Vraiment, c'est l'essentiel. C'est la clé. C'est ça. La clé de tout. Voilà. Il n'y a de Dieu que Dieu. On voit ce qu'ils en ont fait partout, au présent, de tout ça. C'est un désastre, comme tout le reste. Hein. Ouais. Vraiment, ouais. Tu vois, contre la pédophilie, les guerres, les spéculations, les djihadistes bidons, enfin tout ce cirque, c'est quand même, je veux dire, c'est pitoyable au dernier degré. Puis voilà. Ok, bah écoute, je te remercie bien. Toujours avec plaisir. Et puis je te dis à une prochaine. Ah, ça ne se voit pas avant. Hein. Allez, au revoir. Au revoir.